le générique qui fonctionne du premier coup. Amazing. Ça fait quand même bizarre d'avoir un générique de ce genre-là par rapport à au sujet de ce soir. C'est marrant, surtout que je vais vous parler d'un groupe qui est dans ce style-là aussi. Ah bah. Oh, parfait. je crois que je sais de quoi tu vas parler. Ah bah si vous savez de quoi vous allez parler, il n'y a plus aucune surprise pour ce Non, phase mais B. j'aime Phase bien jouer à la B, question. bah oui. Le phase B saison 2, épisode 8. J'ai été allé vérifier parce qu'on a fait jusqu'à l'épisode 5 et puis après on a fait 2 épisodes où j'ai pas mis le numéro, j'étais paumé. Donc heureusement je sais compter jusqu'à 8, donc tout va bien. Tout va bien. Et C'est bien, t'as donc progressé déjà en maths. bientôt le 9, j'espère. Tu vas bientôt J'espère. pouvoir passer le brevet des collèges. On pourra m'appeler Monsieur le 9. Voilà, petite référence pour les vieux. Les très vieux. De préférence. C'est pas grave, c'était une pub. Bref, avec moi ce soir pour discuter donc culture et surtout d'un téléfilm de 1983, il y a Sarah Salut. et Olivier. Salut. Voilà, parce que d'habitude, effectivement, je donne des trucs assez rigolos ou bizarres ou sur lesquels voilà, on peut un peu s'amuser ou en tout cas bitcher. Et là, je pense que j'ai bouché tout le monde avec un film catastrophe. Si c'est ça, hein. Parce que moi je savais pas de quoi du tout de quoi il en retournait avant de dire que je venais, donc Voilà, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savaient pas. Donc voilà, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont écouter cet épisode et qui vont pas savoir du tout de quoi on parle. Ils l'auront sans doute jamais vu. On va voir si on vous le conseille ou pas. Sachez en tout cas que si jamais on vous le conseille, c'est assez facile à trouver. Faut pas trop se casser la tête. Faut juste avoir un bon niveau d'anglais. Ça, ouais. Voilà, on vous c'est le ça. cache pas. Ce qui est quand même bien nécessaire, hein. Ouais, Effectivement. ouais. Après, Effectivement. après c'est aussi l'avantage, c'est que on en reparlera tout à l'heure, mais comme c'est une parodie, enfin c'est une parodie, c'est pas une parodie, mais c'est Une fictionnalisation, comme ils disent. voilà d'un journal, d'une chaîne info. L'avantage, c'est qu'ils ont une diction qui est quand même très marquée de journalistes, et du coup c'est vrai que malgré tout, il suffit d'avoir quand même quelques bases en anglais et on comprend quoi, ça va pas hyper vite. Non. Et puis, entre-temps, j'ai réussi à trouver un autre lien où là, les sous-titres automatiques de YouTube sont possibles. Donc, au cas où, ça peut peut-être vous aider. Je suis pas sûr à 100% parce qu'il faut faire attention, mais bon, c'est de l'anglais. Bref, on en parlera après. Mais tout d'abord, ici, c'est le premier épisode de 2024. Je vérifie que tout ça soit bien lancé aussi du côté des Twitch. Effectivement, c'est le cas. Premier épisode, donc, qu'avez-vous fait culturellement ou qu'avez-vous allez-vous recommander rapidement pour ce début d'année, Olivier? Et moi je vais rester dans la thématique des années, alors c'est pas années 80, c'est plus années 70, mais c'est la fin des années 70. Et en fait je suis en train de lire le dernier livre de Bret Easton Ellis qui s'appelle The Shards, ou Les Éclats en français. Et il se trouve que dans ce nouveau Et non livre... pas le groupe de Calogero. Je connais pas le groupe de Calogero, pas je suis fait la désolé. Oh, mais sérieusement, un peu de culture. Moi j'étais là, c'est plus, je suis obligé de dire The Shards parce que dès que je dis Les Éclats, je pense à la nouvelle... À la cérémonie de Cérimania. C'est ça, exactement. C'est la nouvelle récompense de Cérimania, et ça me perturbe un peu parce que je trouve ce nom vraiment tout pourri. Donc j'ai dit The Shards. En plus, ça fait cool. Donc, ouais. Et sauf que là, je vais pas vous parler du livre. C'est juste que en fait, dans le livre, Bret Easton Ellis passe son temps à dire la bande son de ce qui se passe au moment où ça se passe en fait. Donc à chaque fois qu'il décrit une action, il dit voilà, il y a telle musique qui se joue, il y a tel groupe qui chante, il y a tel machin. Et donc il se trouve que le bouquin se passe à Los Angeles dans les années 80, en 81, ça commence. Et
Et en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a une playlist Spotify qui a été créée qui regroupe tous les morceaux qui sont énumérés dans ce livre. Et donc, je suis allé voir cette playlist qui est absolument merveilleuse. Et j'ai découvert un groupe que je ne connaissais pas, qui s'appelle Ultravox. Et du coup, j'avais envie de vous en parler ce soir parce que c'est vraiment très 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 bien. Et pourtant, je suis pas forcément très fan de la musique des années 80 ou de la New Wave. Enfin, il y a vraiment des choses que j'adore et des choses que j'aime pas du tout. Et là, ça fait vraiment partie des choses que j'adore. Et voilà, donc Ultravox, c'est un groupe qui a été créé en 73, mais qui avait pas ce nom-là. Je me souviens plus le nom qu'ils avaient. Et qui a changé de nom pour Ultravox en 76. Et en fait, c'est un groupe qui part. Je pense que c'est pour ça aussi que je l'aime bien, c'est que c'est un groupe qui a commencé en faisant du post-punk et du glam rock avec. Alors, justement, si post-punk, glam rock, en fait, c'est le lien avec le nom du groupe originel qui est Tiger Lily. Et ils sont passés à Ultravox et ils ont bien fait de changer. Ouais, c'est mignon Tiger Lily, il y a un côté kawaii qui est marrant. Ouais, on va dire ça. Et donc en fait ça a été un peu les pionniers de la new wave en tout cas ils ont inspiré pas mal de groupes et du coup moi ce qui m'intéresse c'est que l'album que je vous conseille ce soir qui s'appelle Vienna évidemment est vraiment une espèce de synthèse de tous ces genres musicaux et ça donne quelque chose de vraiment étonnant quoi. On passe par des sonorités qui sont très new wave à des sonorités beaucoup plus orchestrales et en passant par des trucs qui ont des consonances qui peuvent nous faire penser au Clash. Donc moi j'aime beaucoup, je trouve que et tout ça avec malgré tout un univers cohérent parce que à chaque fois il y a une espèce d'orchestration un peu ample, il y a des montées en puissance qui sont assez fortes. Il y a pas mal de morceaux qui sont instrumentaux ou très peu chantés. Et du coup, en fait, on alterne comme ça. C'est un album qui est plein de contrastes, qui est plein de styles, qui est qui est hyper planant, qui est hyper fort, je trouve. Et ouais, voilà, c'est un vrai plaisir. Moi, j'ai découvert ça donc grâce au bouquin et depuis. J'arrête pas d'écouter ça et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment bien, quoi. C'est hyper beau. Et c'est à la fois hyper beau, à la fois des moments un peu dark, et puis il y a des moments un peu plus dansants, et puis il y a des moments un peu plus presque classiques, un peu orchestraux et tout. Donc c'est vraiment, ça a été mon coup de cœur de début d'année au niveau musical, et je vous conseille d'aller jeter un œil. Alors tout est bien, hein, mais c'est vrai que je trouve que l'album Vienna, c'est une bonne porte d'entrée parce que c'est là où vous aurez tous les styles du groupe. Puis après, vous allez pouvoir aller voir ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après. Et voilà, ce qu'il y a après, ça va plus s'orienter vers les sons synthétiques. Ce qu'il y a avant, ça va plus s'orienter sur de la grosse guitare plus punk. Et mais je trouve que voilà, c'est l'album qui fait le lien entre tout ça. Et voilà, moi c'est un gros coup de cœur que j'ai eu en écoutant cette playlist et je pense que ça va plaire à pas mal de gens, quoi. Si vous aimez Depeche Mode, si vous aimez des groupes comme ça, ça va vous plaire assurément. Ouais, je suis étonné que tu ne connaissais pas Ultravox. En fait, peut-être que t'avais déjà entendu, mais voilà, quoi, peut-être. Mais même pas. C'est-à-dire que j'avais même pas. C'est pas un truc où je me suis dit ah oui je connaissais mais je connaissais pas le nom. Là vraiment je connaissais rien du tout.
Ah Donc ouais? Pareil, ouais. j'avais jamais entendu. Et en fait, c'est vrai que je suis pas forcément la playlist. Je pense que quelqu'un qui s'y connaît en musique des années 80, il regarde la playlist du bouquin et il dit, ah ouais, ouais, ça je connais, ça je connais, ça je connais. Moi, Mhm. il y a plein de trucs que je connais pas. Et en fait, c'est bien parce que ça m'a donné une autre vision un petit peu de la musique Moi, en fait, dans les années 80, je connais les gros titres, mais je connais Ouais. pas forcément des trucs un peu plus méconnus. Et du coup, ouais, ça m'a permis, parce que au-delà de Ultravox, j'ai découvert plein de groupes, plein de morceaux que je connaissais pas et qui sont vraiment bien, quoi. Il y a des petites pépites là-dedans. Et ouais, ouais, non, je suis pas très expert dans cette période-là. Et du coup, effectivement, je connaissais pas. Je suis en train de jeter un œil, effectivement, enfin, une des playlists que j'ai trouvées, là, rapidement. Ah oui, quand même. Ah, il y a Turning Japanese, ça c'est connu. Ouais. Ouais, Enfin, la effectivement, en playlist, fait, la playlist est exceptionnelle hein, pour le coup. Alors moi qui, contrairement à Olivier, suis un peu plus euh, experte sur de la new wave notamment et sur ouais. cette typologie de musique. Alors moi je connaissais pas Ultravox non plus. Ah non? Par Et contre, pareil, quand j'ai ouais, peut-être découvert, que. je me suis dit mais comment c'est possible que je sois passée à côté de ça? Parce que Euh, c'est pas l'une des moins connues qu'ils ont mis dans. Comme que c'était Vienna, c'est quand même une oui, des gros non, c'est morceaux. clair. Mais Ouais, j'ai surprenant, été ouais. très étonnée de découvrir ce groupe, donc ça a été aussi une super découverte. Et de redécouvrir Duran Duran aussi, Ouais, que ouais. j'écoutais peu. Et, Ouais, c'est effectivement une belle playlist là. Stevie Nicks, je vois du ouais. Bob Seger, c'est assez cool. Mais en fait, en général, celle qu'on connaît le plus de Ultravox sans savoir que c'est Ultravox, c'est Dancing with Tears in My Eyes. Oui. Qui elle est, tu l'as peut-être déjà entendue dans une playlist ou à la radio. C'est un truc qui est qui est passé assez en radio, mais effectivement, Vienna, elle est très très belle. Et puis bon, le reste est un peu moins connu du grand public, c'est sûr, c'est sûr. Oui, en gros, ils ont leurs deux gros succès, c'est Vienna Et Dancing with Tears, ouais, ouais, c'est ça. ouais, c'est les deux gros succès. Et après, autour, t'as des choses très très intéressantes. Ouais, Tainted Love, forcément. Ouais. Effectivement, on dirait, des trucs de ma playlist, en fait. Ouais. Voilà. Ouais, Ah, ouais, mais il y a même du Divo. ouais. Alors moi, par contre, je connaissais bien Divo. Et ça, j'étais très content parce que c'est pas forcément un groupe qu'on voit beaucoup citer Non, non. et que j'aime beaucoup. Et donc, j'étais très content de le voir citer et de pouvoir réentendre. En plus, pas forcément des morceaux que je connaissais, Non, donc c'était très effectivement. cool de les voir là-dedans. Non, parce qu'il y a des morceaux très connus, hein. Voilà. Ah oui, oui, il y a des trucs hyper connus, hein. Kids in America, c'est Rapture de Blondie. Mais bon, le Fleetwood Oui, Mac, même Donna Summer et compagnie. Fleetwood Mac, c'est Tusk, c'est pas forcément le plus connu. Ouais, non, c'est assez cool, je vais la garder sur le côté. Tiens, je vais regarder sur Apple Music si elle y est. Donc voilà, toi, tu conseilles plutôt Ultravox, qui est donc de la playlist de The Shards Ouais. de Bret Easton Ellis. Ok, très très bien. Ouais, bah, effectivement, écoutez Ultravox si vous aimez la new wave et le post-punk, c'est très bien. Donc Sarah, bon bah je me suis fait spoiler ce dont tu allais parler parce que je l'ai vu ton tweet. Ah oui, alors je vais parler de ça, mais je vais parler aussi de deux autres choses rapides avant ça, parce que j'ai fait quelques expos là depuis le début d'année. Ouais. Notamment une dont je n'attendais rien et que j'ai adoré, qui est l'exposition de Sophie Calle. Et j'en parle maintenant parce qu'en fait, elle est rallongée jusqu'au 28 janvier pour les Parisiens, pour ceux qui voudraient aller Sachant la qu'on est le découvrir. 15 au moment Sachant qu'on est le d'enregistrement. 15, voilà, il reste 2 semaines pour aller la voir. Ça se Oui. passe au musée Picasso. Et en fait, donc Sophie Calle, moi je la connaissais pas du tout. C'est une artiste plasticienne et elle a investi donc le musée Picasso à l'occasion des 50 ans de la mort de Pablo euh, pour les intimes. Et effectivement, alors c'est une expo qui dure très longtemps parce qu'il y a tout type de création artistique, et notamment beaucoup de textes. Donc il y a Hmm. beaucoup de choses à lire. Nous, on a fait la fermeture en fait, donc on s'est fait un peu jeter dehors et c'est vrai que c'est un peu dommage parce on aurait pu voir encore pas mal de trucs et on est resté quasiment 3 heures. Donc Quand même. pour ceux qui souhaitent y aller, voilà, prévoyez plutôt d'y aller
euh, en semaine parce que le week-end il y a beaucoup de monde et puis vraiment en fin de matinée, début d'après-midi. Et donc ça se passe sur plusieurs étages euh, et au final, alors au début effectivement il y a quelques hommages en fait à Picasso notamment avec une expo de photos des tableaux de Picasso qui étaient apparemment pendant le Covid euh, cachés avec les toiles étaient cachées par du papier craft pour les protéger, j'imagine. Pourquoi, je ne sais pas. Et donc, il y a une série de photos là-dessus, c'est assez intéressant. Et puis, au fur et à mesure de l'exposition, ça se transforme plus en rétrospective sur son travail à elle, sur sa vision sur sa vie déjà, sur sa vision de la famille, sur sa vision de la mort. La mort est omniprésente tout au long de l'exposition. La relation avec ses parents et notamment sa mère est tout aussi omniprésente, jusqu'à tel point. Alors c'est une femme qui a filmé le cercueil de sa maman, qui a toujours qui a essayé elle-même d'organiser ses propres, pas ses propres funérailles, mais en fait, elle a contacté Drouot pour qu'il fasse une estimation de tout son patrimoine, comme si elle était morte, aux enchères. Donc, c'est hyper intéressant. Et voilà, donc j'en dis pas plus parce qu'il y a beaucoup de choses très, très sympas. Moi, il y a un point quand même qui m'a vachement. Oui. Ouais, J'ai non, l'impression non, que non, Olivier voulait dire quelque chose, en fait. c'est-à-dire que juste sur en fait, ce qui est intéressant, ça peut paraître un peu glauque comme ça, mais en fait, tout est fait avec beaucoup d'humour, en fait. Donc c'est Oui, pas, c'est important de le préciser, c'est que quand elle fait son truc quand elle fait le film, en fait, elle a filmé les gens de Drouot qui venaient faire les estimations de toutes ces œuvres d'art. En fait, elle est là derrière et elle se met en scène comme si elle était morte ou comme si et c'est comme si elle était un fantôme en fait. Et Mhm. ça rend le truc assez drôle. Et pareil, enfin quand elle parle de la mort et tout, c'est toujours avec un côté très marrant qui rend le truc assez ludique en fait. ouais, D'accord. c'est un peu cynique et plutôt drôle. Moi, il y a un autre truc qui m'a vachement marqué lors de l'expo, c'est à un moment donné aussi pareil, il y a toute une série de peintures qu'on ne voit pas, qui sont cachées derrière des rideaux, et dont elle fait la description. Alors, elle demande à plusieurs personnes euh, qui sont des personnes qui travaillent dans les musées, de décrire en fait ces fameux tableaux-là. Et j'ai trouvé ça fascinant de voir en fait, de découvrir des œuvres qui sont toutes des œuvres très connues, hein, en tout cas assez connues pour la plupart d'artistes qu'on connaît tous, et du coup, mais de les découvrir à travers des mots et à travers une description, une expression différente. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Et il y a de très belles choses à voir. Donc ça, c'est la première expo. Et la seconde, je vais en parler très rapidement, mais elle était vraiment bonne surprise. C'est l'expo Art of the Brick, l'expo Ouais. Lego, qui en ce moment, pareil, aux Galeries Lafayette de Montparnasse. Alors, vraisemblablement, les Galeries Lafayette de Montparnasse sont devenues un lieu D'exposition. justement, voilà, d'expression, un lieu des galeries pour des expos, etc. Mhm. Et donc, ça suit en fait les créations comment il s'appelle? J'ai retenu son nom tout à l'heure. Nathan Sawaya, qui en fait est un ex-avocat new-yorkais qui a décidé de tout plaquer pour créer des Lego. Et on passe en fait à travers plusieurs pièces avec ses propres créations à lui et aussi des recréations d'œuvres déjà connues, comme American Gothic par exemple, la peinture. Il y a des énormes sculptures qui sont refaites, comme comment elle s'appelle, Aphrodite, la Vénus de Milo, pardon. Oui. Il y a le cri de Munch, il y a la Joconde, voilà, il y a plein de choses qui sont différentes, qui sont recréées. On redécouvre des œuvres aussi avec l'utilisation du Lego, avec l'utilisation de la 3D. C'est hyper ludique et ça parle aux adultes comme aux enfants. Et pareil, j'étais agréablement surprise par le temps passé parce que moi, je pensais que ce serait vraiment un petit truc et puis ça a pris bien 2 heures facile pour tout voir. C'est très impressionnant, donc voilà, pareil, je la recommande chaudement. Je crois que c'est encore pendant un bon moment d'ailleurs exposé Ouais, parce que j'ai aux l'impression galeries. que Art of Brick, ou en tout cas, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Peut-être pas de la même façon, mais ça fait quand même quelques années, j'ai l'impression que je la vois
à différents C'est ça. endroits, cette... Alors, elle était passée en fait à la porte de Versailles, puis à la halle de la Villette. Mhm. Donc du coup, effectivement, c'est pas la première fois qu'il y a un truc comme ça. Et là, en tout cas, aux galeries à Montparnasse, c'est jusqu'au 3 mars 2024. Donc ça reste un petit moment, mais il faut pas trop tarder non plus. Non, Et effectivement, les tarifs sont effectivement. tout à fait abordables pour le temps passé, donc ça c'est cool. Et la dernière petite reco, c'est une Ouais, recommandation cinéma. Bon, je t'ai spoilé d'accord. du coup, mais parce que je voulais faire la promo du podcast et du live Twitch. Mais je voudrais parler de Vermine. Vermine qui est en salle depuis fin décembre. Alors, je vais Ouais. juste prendre mes petites notes parce que là, j'ai vraiment écrit pour une vraie reco. Donc c'est sorti le 27 décembre. Alors c'est un film d'horreur français qui a été réalisé, et c'est le premier long métrage d'ailleurs, de Sébastien Vanitschek. Qui avant ça a fait deux cours, je crois, mais vraiment qui est inconnu au bataillon. Au niveau casting, pareil, c'est vraiment un casting de jeunes talents français. Les plus connus, c'est Théo Christine. Théo Christine, il jouait Joey Star dans le film Suprême, pour ceux qui ont vu. Il y a Mhm. Jérôme Niel aussi. Jérôme Niel, c'est le youtubeur que vous connaissez probablement à travers les vidéos du studio Bagel. Il a aussi son propre truc qui s'appelle Les Tutos, où il joue un mec complètement hystérique et cinglé. Que moi, personnellement, je déteste ce truc-là. Mais voilà, c'est encore un autre sujet. Et enfin, le troisième qu'on connaît, en tout cas que moi je connaissais, c'est Finnegan Oldfield. Lui, il était dans le dernier Azanavicius, coupé, il était très très bon d'ailleurs. Le film un peu moins. Bref. Vermine, le pitch est assez simple. C'est un film qui se passe quasiment en huis clos dans un HLM du 93. Donc Caleb, qui est interprété par Théo Christine dont je parlais, c'est une petite carrière de banlieue, un petit débrouillard. On comprend assez vite que donc il vit avec sa sœur, ils ont perdu leur mère. C'est quelqu'un qui est très impliqué dans la vie du quartier, qui est très impliqué avec le voisinage, avec les petits jeunes, voilà, il essaye de s'en sortir. Et c'est aussi quelqu'un qui est passionné par les reptiles, entre autres, et toutes sortes de bestioles qui, normalement, n'ont rien à foutre dans un appartement. Et puis, bah, au tout début du film, il va acheter au Black une espèce d'araignée du désert. Euh, il sait pas trop quelle espèce c'est, il la voit, il la trouve mignonne. Bon, il l'achète à un espèce de revendeur qui ne vend pas du tout des animaux normalement, mais qui vend aussi des bijoux et toute autre sorte de. C'est un peu la caverne d'Ali Baba. Donc il ramène la petite araignée chez lui dans le 9-3, à Noisy-le-Grand précisément, parce que j'en parlerai après, mais j'ai très très vite reconnu là où c'était filmé. Et évidemment, la petite araignée toute mimi, eh ben, s'échappe. Et elle va se multiplier parce qu'elle a un pouvoir très chelou, cette araignée. C'est qu'elle se multiplie très vite. Et en plus, tous les petits bébés qu'elle fait, à chaque fois, ils doublent, voire triplent de volume. Donc on commence avec une toute petite araignée, bon, mignonne. Moi, je suis pas arachnophobe, donc quand je l'ai vue au début, ça allait. Et puis à la fin, on se retrouve avec des espèces de stremons de ouf. Et il y en a des milliers, quoi. Donc, ce qui va se passer, bien sûr, c'est que bah lui, alors et bien sûr, l'araignée est mortelle et venimeuse, tout ce que vous voulez, mais ça, lui non Oui. plus ne le sait pas. Donc lui, sa sœur et trois autres potes vont essayer de s'en sortir. Le bâtiment est bien sûr mis en quarantaine, donc ils vont se retrouver enfermés dans cette espèce de grosse tour avec tous les voisins qui sont tous petit à petit, justement contaminés, parce que c'est une vraie contamination qui est faite. Ils se retrouvent face à une invasion horrible. On passe à peu près, bon, ça dure 1h45, on passe à peu près 1h40 dans l'angoisse absolue. Il y a des touches d'humour qui sont quand même mises pour nous permettre de souffler un peu, et notamment grâce aux personnages qui sont assez attachants. Euh, le film m'a beaucoup rappelé, moi, Attaque de Bloc, pour ceux qui l'avaient vu à l'époque. Alors Mhm, déjà mhm. par la construction et puis par le ton justement apporté aux personnages. C'est vraiment porté par des acteurs très très justes, notamment bon, les deux principaux, donc Caleb et sa sœur Manon. Et Manon d'ailleurs qui est jouée par une nana qui s'appelle Lisa Nyarko, que moi je connaissais pas, et qui pour le coup vole la vedette à absolument tout le monde. Elle est exceptionnelle dans le film. Je pense qu'on la verra très très vite dans d'autres longs métrages. Alors bien sûr, en sous-couche de tout ça, il y a une portée sociale qui pour le coup est assez subtile tout au long du film. Voilà, je raconte pas, mais vers un moment, J'ai vu la c'est réaction plus de aussi Olivier.
c'est plus aussi subtil du tout. Ok. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a pas du tout dérangé. J'ai vraiment trouvé que le réalisateur avait plutôt bien maîtrisé le sujet pour un premier long métrage. Et visuellement, c'est très bien aussi, pareil. Moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec. Je suis très regardante sur les films de genre, encore plus. On est encore plus critique quand ça vient de chez nous. Donc, quand c'est un film français, moi qui ai grandi en banlieue, qui connais précisément cette cité, j'étais encore plus critique aussi. Mais bah non, visuellement, c'est très soigné. Et donc, les plans de cette cité, c'est la cité Pablo Picasso à Noisy-le-Grand. C'est un ensemble en fait de C'est architectural c'est ta thématique, avec. en fait, Pablo Picasso, ce soir. Oui, oui, c'est ça. C'est vrai, il y a une thématique Picasso. Voilà. Bon, après, Euh, Pablo Picasso, les vermines, c'est pas si loin. Oui, c'est vrai. donc la cité Pablo Picasso, ça c'est donc comme je disais, c'est à Noisy-le-Grand et c'est une espèce de construction architecturale monstrueuse qui a été Mhm. faite dans les années 70. Et juste à côté de cette cité, pardon, il y en a une autre qui s'appelle Abraxas. Et cette cité-là, pareil, elle est très très souvent utilisée dans le cinéma. On la voit notamment dans Hunger Games parce qu'il y a voilà Hunger Games ils sont venus filmer les plans pour Panem, je crois que ça s'appelle Panem Mhm. euh, dans la cité Abraxas. Donc voilà, il y a une espèce de grandeur qui est apportée avec ces espèces de plans de ce bâtiment gigantesque. Et d'ailleurs, ça permet de respirer quelques secondes parce que, comme je disais tout à l'heure, comme c'est un huis clos, bah, on est vite angoissé, on est Bien sûr. vite replongé dans ces espèces de couloirs complètement dégradés. Et déjà de base, ils sont pas fun, mais alors encore plus avec des araignées, c'est bien dégueulasse. Tu m'étonnes. Moi, j'ai évidemment sursauté très souvent. J'ai même crié. Ça ne m'était pas arrivé depuis des années de crier au cinéma. Et je ne suis pas arachnophobe. Donc, si vous êtes arachnophobe, n'y allez pas. Sauf Mais si vous êtes apparemment, bien. de ce que je vois, il y a quand même des arachnophobes qui y vont, qui apprécient le film, apparemment. Bon, je sais pas si c'est Ouais. la majorité, parce que ben, je suis sur Instagram Florent Bernard qui a coécrit, participé à l'écriture, donc Flaubert, il a participé à l'écriture du film, et puis là, donc, C'est Flaubert. Ok, d'accord. ouais. Et donc il en a parlé dans le podcast, il en a parlé effectivement sur son Instagram, et là ils ont dépassé les 200 000 Oui, c'est ce que j'ai entrées. vu. C'est aussi pour ça que je voulais en parler parce que c'est un film qui est sorti en pleine période de Noël. C'est pas du tout le genre de film Mm, généralement qui sort sur cette période-là. mm, Et je pense qu'il faut leur donner aussi de la force. Ça marche beaucoup par le bouche à oreille. bien sûr. Euh, donc voilà, j'espère qu'il va avoir encore une petite vie derrière. Mais bon, bien sûr, il y a des arachnophobes qui iront quand même et qui vont apprécier. Je dis juste, Oui, si vous l'êtes, c'est un film d'araignée, c'est chaud quoi. voilà, vous prenez pas. Ouais, c'est assez chaud. Moi, au début, dans le générique, il y avait des serpents, enfin, j'allais péter un plomb. Et Ah ouais. c'est vite repassé sur les araignées, donc ça a été. Mais non, c'est vraiment très efficace, c'est plein de tension, Moi j'ai le c'est même bien effet quand il y a Blanche joué. Gardin à l'écran. Moi, ça me fait le même effet avec Darmanin à l'écran. Ah bah oui, notre vermine. Euh, voilà, notre Vermine. Voilà, donc Vermine, allez le voir au cinéma. Ouais, Si vous n'avez pas le temps, faudra le découvrir quand ça sort en VOD, parce que vraiment ça vaut le coup. Mais c'est vrai que d'accord. l'expérience ciné pour ce genre de film est quand même plutôt sympa, quoi. Ouais, je Et suppose. moi, ça me fait plaisir aussi de voir la banlieue montrée de façon juste et pas comme voilà ce qu'on a l'habitude de voir chez Romain Gavras et compagnie. D'accord. Voilà. Donc allez-y, très bien. Et alors, par contre, quand tu as commencé à expliquer l'histoire, bon bah après, bon, j'avais déjà lu des choses dessus, mais quand tu as commencé à expliquer l'histoire, je me suis dit, il est en train de me raconter Gremlins. Le gars qui va C'est vrai. acheter le truc dans la petite boutique à C'est un peu ça. Chinatown, etc. Ouais, ouais. Bah là, il est parti, je sais pas, à Belleville, je crois. Je sais plus où est-ce qu'il est parti Je sais pas si chercher c'est pas un clin son. d'œil, parce que je me dis, puis ça se Peut-être. multiplie, toi, donc il est mignon, tout ça au début. Bon, Ça, il est mignon au début. Moi, je le trouve mignon ça Ouais, aussi reste une parce que araignée. j'ai pas peur des moi, j'ai araignées. jamais trouvé mignonne. Hein. Donc, Non, mais enfin, surtout que. si j'ai le choix entre ça et Gizmo, je prends Gizmo direct. Hein. C'est- Oui, non, mais évidemment. Et puis surtout que, en fait, avant même qu'on arrive en France, on voit la genèse de l'araignée, on comprend tout de suite ce qu'elle est capable de faire, parce qu'il y a les 5 premières D'accord. minutes se passent dans le désert. Donc, Ok. on sait Oui, de quoi donc, elle est capable. Effectivement, elle on est est pas directement si mis au mignonne. courant de Ah oui, quoi oui, on est la avec lui, quoi. première, de toute façon, Hmm. la première scène, tu sais tout de suite à quoi t'attendre, quoi. Ok. Bon, bah parfait. Donc, Vermine. Et Vermine, alors, au pluriel. Vermine au pluriel, voilà. Et donc aussi Art of Brick et l'exposition Sophie Kell. Ça s'appelle. C'est quoi? À ton tour, ma mignonne. À toi de faire, ma mignonne. À toi de faire ma mignonne, voilà. Ok,
Très bien. Eh ben, ça en fait des recommandations. Oui, ça moi... faisait longtemps que je t'ai pas venu sur Facebook. Ben oui, effectivement. Et moi, de mon côté, c'est du jeu vidéo. Parce que, comme vous avez peut-être pu le voir sur mes réseaux, j'ai eu un truc super sympa à Noël. Un petit Steam Deck qui me permet de jouer dans mon lit. Et mais pas que. Aux jeux sur PC. Voilà. Donc, mais dedans, il y a des jeux bon, que j'avais déjà, etc., que j'avais déjà fait, mais d'autres que j'ai découvert pendant ces petites vacances que j'ai eues, dont Stacklands, qui est un jeu à, je crois, c'est 7,99€, donc pas encore trop cher, qui se prête aussi, je sais pas s'il est sur mobile, mais ça s'y prête très fortement. C'est d'un petit collectif qui s'appelle Sock Pop, et c'est quoi en fait? C'est un jeu de construction où on empile en fait des cartes. Et on ouvre des paquets de cartes, des decks de cartes avec différentes propriétés. Et on va commencer à... en fait, on a un petit villageois qui est là, qui a besoin d'être nourri chaque jour, enfin chaque lune, plus ou moins, comme ils disent. Et chaque lune, en fait, il a besoin de 2 de nourriture. Donc, il va falloir trouver un moyen pour que, en vendant des cartes, en cultivant des choses, etc., avoir de la nourriture, faire en sorte qu'il survive. Puis, il y a des éléments d'attaque un peu aussi. Donc, c'est vraiment une gestion un peu spéciale d'un microcosme. Avec, en plus de ça, le côté du hasard. Parce qu'à chaque fois qu'on ouvre un paquet de cartes, on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir dedans. Donc si ça tombe, on va se retrouver avec des choses dont on n'a pas besoin. Donc il va falloir faire le choix de revendre des cartes pour pouvoir en acheter d'autres. Les cartes coûtent de plus en plus cher. Et on a aussi le système où à chaque lune, il va regarder, on a un maximum de cartes qu'on peut avoir en main. À chaque lune, s'il y en a trop, il faut vendre des cartes. On n'a pas le choix. Sinon, on peut pas continuer. Donc, on doit faire encore, en plus des choix, on doit vendre des trucs dont on n'avait pas envie, franchement, de se séparer. Et on se retrouve comme ça avec des trucs tout mignons. Hein. C'est très crayonné. Donc, ça se trouve sur Steam. Il faudrait que je regarde si c'est ailleurs. C'est très crayonné. C'est super relaxant. C'est le genre de truc où on dit on fait une petite partie, 20 minutes, on se retrouve, on vient de passer 2 heures dessus, et on n'a pas vu le temps passer, et on essaie de commencer à comprendre un peu comment ça fonctionne, parce que tu as des constructions, tu peux dire, si mon bonhomme, mon villageois, je le mets sur un buisson, en fait, le bonhomme, il va commencer à accueillir ce qui est sur le buisson, et on va développer de la nourriture. Si on met du bois et de la pierre, on va pouvoir construire, par exemple, des haches, des épées, un lance-pierre. Si on met ça avec du charbon, on va pouvoir faire des torches. Et donc, il y a des choses un peu à la Minecraft où on met des choses ensemble pour construire d'autres. Et on commence à avoir des cartes de partout, tout le temps. Avec en plus de ça des petits animaux cartes qui sont là. Donc, il y a des vaches, il y a des lapins qui sautent partout et qui bougent tes cartes. Donc, tu te retrouves parfois, tu les as bien rangées d'un côté. Elle était où ta carte? En fait, t'as un lapin qui l'a repoussé, qui a fait une petite crotte dessus. C'est n'importe quoi. Et en fait, je passe des heures là-dessus. Et juste avant de dormir, ça me relaxe bien. Voilà. J'aime les jeux de gestion. Qu'est-ce que vous voulez? Je me refais pas. Non, je t'entends pas, Sarah. Tu es coupé. C'est pour dire, le mec est chef de projet de la vie, quoi. Ah oui, c'est ça, je suis chef de projet de la vie. Et en ce moment, en plus de ça, j'ai lancé 2 autres jeux, mais ça faisait longtemps que j'avais pas relancé. Age of Empires 4, que vous connaissez peut-être, qui est un Age of Empires, c'est un jeu où on commence en 1060 et quelques en Bretagne avec, c'est pas Guillaume le Conquérant, c'est un autre, où on va commencer à se faire ces petits soldats, ces villageois, ces machins, tout ça, et essayer d'attaquer les autres avec des événements historiques réels. J'en ai un autre qui est Crusader Kings 3, qui lui par contre tu es un roi, tu dois prendre de plus en plus de place partout, donc tu vas recruter des vassaux, tu vas aussi essayer d'épouser quelqu'un, avoir une descendance et machin, et avec un tas de ramifications, des complots, des trucs comme ça dans tous les sens. Comment tu fais pour avoir une descendance dans ce jeu En fait... comme dans la vraie vie, hein. Non, mais tout ça est c'est beaucoup de trucs très textuels. Il y a vraiment, c'est très minimaliste. Ah oui. Où en gros, toi, on sait ta descendance, on sait quelle est tu choisis un peu ta tendance culturelle, d'où tu viens. Tu commences par un personnage qui est en Irlande. C'est un
catholique irlandais, et puis tu vas courtiser, tu as une liste de possibles, tu regardes un peu comment ça fonctionne, est-ce que diplomatiquement ça marche bien aussi. Donc tu joues sur de la diplomatie, sur plein de choses, et plus tu avances, plus ça devient n'importe quoi. Et c'est le genre de jeu où tu peux même finir par, si tu fais un peu de la merde, à avoir des consanguins et ta lignée qui s'écroule toute seule parce que t'as fait une merde à un moment donné dans le passé. Et tu recommences tout depuis le début parce que t'as plus de descendance. Bref, voilà. Et sinon, le deuxième jeu que je voulais recommander, parce que là j'en recommande 4, mais bon, bref, c'est Have a Nice Death, qui est sur Switch et PC, qui est du studio Magic Design Studio, qui est un studio français. C'est super joliment animé. C'est un jeu d'action plateforme qu'on appelle roguelike. Et roguelike, pourquoi ? Parce qu'en fait, on va avancer le plus loin possible jusqu'au moment où on va mourir. On va recommencer au début, mais avec les acquis de connaissances et d'évolution que l'on a attrapé jusque-là. Et ça se passe où ? En fait, on incarne la mort, qui est au bord du burn-out. Super mignonne la mort. Ouais, elle est super Je suis en mignonne. train de regarder les images. Et Elle a un petit mug avec un cœur noir dessus. C'est une Nemo Kid, quoi. Exactement, et en fait, elle travaille dans une société, justement, Death Inc. Voilà. Et son but, c'est d'aller justement remettre tous ses employés sur le droit chemin parce qu'ils font n'importe quoi et en fait l'équilibre des âmes est complètement bouleversé et si on ne fait rien, en fait, ça va foutre le bordel sur la terre et en enfer. Et donc on incarne la mort et quand l'animation est super belle parce qu'en fait elle a l'air de voler un petit peu, de survoler, de planer comme ça et on attaque tout le monde avec sa faux. Et puis il y a plein d'humour dans tous les sens, de l'humour très très The Office par moment, très basé sur le côté bureautique, on va dire. Et j'ai trouvé ça vraiment très très drôle et il était pendant les soldes d'hiver, il était à moins 33%, donc c'est quand même un jeu à 25€, c'est un peu plus cher. Là, il était moins cher, ça faisait un moment que je le reluquais, et puis en fait, ça s'y prête super bien au Steam Deck, parce que c'est le genre de jeu où tu fais des parties de 20-30 minutes, et puis tu y reviens assez souvent, et ouais. Moi, c'est le côté visuel qui m'avait beaucoup plu au départ, et en fait, le jeu, il est vraiment très très bon, et c'est sorti en mars 2023, donc c'est pas encore si vieux que ça. Alors que Stacklands, on est quand même d'un jeu qui date de 2022. C'est un peu plus vieux. Voilà. Il existe un jeu de gestion de jeu. Oui, Game Dev Tycoon. C'est incroyable. C'est incroyable que ça existe et que tu saches le nom du truc quand même. Hein. Je suis un très grand fan de jeux de gestion. J'en essaye énormément. Il y en a de très très mauvais. De très 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 mauvais. Mais moi, je cherche, pour l'instant, c'est un jeu de gestion de brasserie. Et il n'y en a pas un seul de bien actuellement. Voilà. Il y a toujours un truc qui va pas. Tu sais quel devrait être ton side project. Non, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai déjà essayé, j'ai déjà fait quelques jeux, ça prend beaucoup trop de temps. Beaucoup trop de temps. Alors, tu nous sors comme ça que Julie que t'as déjà fait quelques jeux, quoi. Genre, t'as fait des jeux vidéo? Ou des petites game jam où j'ai fait des mini prototypes, oui. Trop bien. Voilà. Mais ça prend beaucoup trop de temps et un jeu de gestion, je vois pas comment je pourrais faire ça tout seul. Il y en a qui le font, moi je préfère y jouer. Hein. Franchement, c'est beaucoup mieux comme ça. Bref, la gestion, ça ne va pas nous amener forcément une super transition pour Special Bulletin. Il faut savoir gérer le temps, savoir gérer le stress. Le stress, oui. Savoir gérer une menace inconnue. Le plutôt connu là quand même. Hein. Elle est incertaine, mais elle est connue. Si on... Oui, ouais. Ouais. C'est vrai. Donc, bulletin spécial, comme on dirait au Québec. Voilà. Oh, bon, Voilà, donc c'est un téléfilm de 1983 qui était diffusé sur NBC à l'époque, qui a reçu le Emmy Awards. Enfin, il a eu 4 Primetime Emmy, 7 victoires et 2 nominations totales. Donc, il est quand même meilleur réalisateur. Il y avait aussi meilleur spécial, drama spécial, meilleure gestion des lumières, meilleure direction technique, enfin voilà, meilleur montage. Enfin, il y a beaucoup de choses assez sympas à son palmarès. Et donc c'est réalisé par Edward Zwick et coécrit avec Marshall Hershkovitz, si je me trompe
pas dans la prononciation, des personnes à qui on doit des choses comme trafic, par exemple. Il y avait aussi, bon ça c'est autre chose, c'est les derniers samouraïs dans les plus récents, Blood Diamond. Blood Diamond, ouais, surtout. Oui. Voilà. Oui, surtout D'automne. effectivement. Pardon? Légende d'automne et Glory aussi. Voilà, ils ont travaillé niveau série télé, ils ont travaillé sur Angela 15 ans. Par contre, il y a aussi un épisode qui tombe dans le CBS Summer Playhouse. Vous vous souvenez de ce truc là où il y avait des pilotes un peu ratés? Oui. Ben, ils ont un épisode qui s'appelle Sawdust de 1987 qui est sorti juste après en fait bulletin special bulletin, et Edward Zwick a travaillé beaucoup, en fait ils ont travaillé beaucoup ensemble. Shakespeare in Love aussi, voilà, c'est celui-là que je recherchais. Et dans le casting, on a entre autres Ed Flanders, on a Catherine Walker, Roxanne Hart, et il y a quelques noms plus connus maintenant, mais qui à l'époque faisaient juste un petit passage comme ça. J'ai eu du mal à reconnaître au départ, mais David Rash, qui joue un des journalistes qu'on a pu voir. Il y avait Michael Madsen, c'est ça? Non, James Ouais. Madsen? Ouais, Michael. Michael C'est Madsen. Michael Madsen. Michael Madsen, ouais. Voilà, qui Qui se qu'on- retrouve... qu'on voit Il y a on voit une dans demi-tour, Reservoir Dogs notamment. Oui, dans Reservoir Dogs, voilà, et dans plein d'autres choses. Mais bon, celui que j'ai eu du mal à reconnaître, mais bon, c'est vrai que finalement, maintenant je le vois, effectivement, c'est David Rash, que vous avez pu voir dans Succession dernièrement, quand même 31 C'est lui épisodes. ouais, moi c'est lui que j'ai reconnu. Bah oui, si tu l'as vu depuis, t'as vu plus récemment, forcément, ça Clairement. marque plus. Hein, ouais, Sur ouais, le ouais. début, j'ai quand même bugué. On était là, genre, putain, on connaît lui. On connaît d'où? C'est ça, c'est comme ça date de 83, forcément, et il y a des personnes, on se dit, il ressemble à quelqu'un que j'ai déjà vu quelque part, dans un autre film des années 80 aussi, peut-être. Ouais. Bref, voilà. Et de quoi ça parle? Ça parle... Pardon, tu l'as Oui. pas dit peut-être, mais Lane Smith, Oui, je ne l'ai pas dit, effectivement. c'est le mec de Lois et Clark, Les Aventures de Superman. Oui, c'est oui, oui, le voilà. rédacteur en chef du Daily Planet dans Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Effectivement. Et en fait, pour moi, ça restera le coach Riley dans Les Petits Champions, hein, les Mighty Ducks. C'est le méchant coach rival. Voilà. Donc, on a ses références. Hein. Moi, c'est Il les meurt d'une Mighty Ducks. sclérose en plaques, lui. Je savais même pas qu'il était mort. T'annonces ça comme, comme ça. Il est mort d'une sclérose en plaques, lui. Bon, Non, bref. mais bref, je me suis Oui. Je savais même pas qu'il était mort. Non, moi non plus, jusque maintenant, je savais pas. en 2014. Ah oui, Ah, quand même, désolé, les il gars. y a 10 ans. 10 ans déjà, effectivement. Alors, donc ça parle de quoi? Ça parle d'une... Non, c'est compliqué de faire une transition là-dessus maintenant. Ça parle d'une prise d'otage donc en Caroline du Sud, à Charleston, où en fait il y avait un reporter et son caméraman qui étaient sur un reportage pour une grève des personnes qui travaillaient justement au port de Charleston, et ils sont pris en otage par des terroristes sur un tout petit bateau qui menace en fait de faire péter la bombe nucléaire. Voilà, tout simplement comme ça. Si jamais on ne vient pas à leur recommandation, leur réclamation plutôt. Donc là, on part sur un truc assez spécial, c'est qu'on part, il faut le dire, sur un reportage télé, hein, vraiment. Tout a été fait pour que ce soit comme un reportage télé, donc ça utilise des cassettes, enfin des bandes, alors qu'on était plutôt à la vidéo, plutôt à la vidéo plutôt que des bandes. On est vraiment comme à la télé, même format, on a les petits génériques, mais on a zéro musique, zéro élément très filmique, on va dire, très dramatisation. Et on va suivre en fait tout ça à travers les yeux de cette chaîne RBS qui va nous narrer tout ça au jour le jour et à la minute près. Et on va suivre ces revendications sur cette fameuse bombe nucléaire qui menace d'exploser dans les 2 jours, si je ne me trompe pas. Voilà.
Donc ça, c'est le pitch de base. Et ce qui est de spécial là-dedans, c'est justement que c'est tourné comme si c'était réellement un reportage en direct à la télé qui se passe. D'ailleurs, il faut savoir que légalement, la chaîne a été obligée, et on le voit sur la version YouTube, entre autres, des petits écrans qui rappellent que tout ceci est une dramatisation d'événements qui pourraient arriver. Ils ont été obligés de montrer ça. Il y a même certaines bandes qu'on peut voir où il y avait un petit message qui diffusait en dessous. Ouais, alors en fait, tout le long. je crois, d'après ce que j'ai compris, c'est la première diffusion. Ils ont mis un bandeau tout le long pour pas que les gens aient peur, Et pourtant, panique et tout. Et en fait, lors de la deuxième diffusion, ils ont enlevé le bandeau qui était sur l'image tout le temps. Par contre, ils ont rajouté les cartons après chaque pub. Voilà, ils ont fait ça parce que en fait le bandeau n'a pas suffi réellement. Il y a eu un vent de panique à Charleston justement. Des gens ne comprenaient pas ce qui se passait parce que c'était vraiment très 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 réaliste. Il faut se remettre dans l'époque. Hein. Là, de notre voilà, 40 ans plus tard, on voit ça bon avec la connaissance qu'on a et aussi on voit le côté qualité. Mais c'est vrai que c'est assez ils vont jusque dans les mimiques, dans la façon de présenter les choses, dans les coupures, dans le faux mauvais jeu. C'est impressionnant. Ouais, et puis ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vrai que tout ce qui était série télévisée ou téléfilm à l'époque était filmé en pellicule, et que là, ils avaient pris le choix de faire comme la télévision, de tout filmer en vidéo. Donc, il y avait un rendu qui faisait que les gens, dans leur tête, ils associaient pas ça à de la fiction, quoi. Donc, c'est... Et donc, effectivement, ça a tellement bien marché que, en fait, voilà, il y a des gens qui ont complètement paniqué. Moi, globalement... Des chaînes, mais des chaînes de NBC qui ont refusé des chaînes locales qui ont refusé de transmettre, enfin de diffuser le téléfilm parce que justement ça allait par crainte de ces mouvements de panique, effectivement. C'est assez fou de se dire ça maintenant. Et ce qui est fou, c'est qu'ils avaient aussi prévu ils ont prévu un dispositif avant le film pour que l'armée soit au courant, pour qu'ils puissent, si jamais ils reçoivent des coups de fil, qu'ils puissent rassurer tout le monde. On se dit, ils ont pris un nombre de précautions pour éviter toute panique et assez folle, quoi. C'était assez fou. Historiquement, c'est assez fou. C'est pas le seul dans le genre. Hein, voilà, il y a quelques autres films qui vont faire ça par après, beaucoup. Là, c'est l'un des premiers à vraiment avoir été aussi loin dans le genre et de façon aussi grand public. En tout cas, voilà, vous deux, vous ne saviez pas trop à quoi vous attendre. Non, on partait à regarder une comédie, donc... Exactement. Et vous vous êtes retrouvés, donc, Sarah, vous êtes retrouvée devant un film qui est catégorisé, et c'est vrai, de catastrophe et horreur. Ah bah quelle fut ma surprise! Dimanche soir, moi je me suis dit bon, on va lancer un petit truc, encore un truc vieux des années 80 qui va être un peu gaulerie. On va voir. Et puis, donc bah, c'est ce que je disais en intro avant qu'on commence à filmer. Moi j'étais fatiguée, j'avais envie de râler de toute façon, donc j'ai passé le début de la soirée à grogner euh, de façon incessante. Euh, pour être tout à fait honnête, je suis pas rentrée dans le film tout de suite. Il m'a fallu un bon 20-25 minutes. Non, Parce que et je pense que j'ai commencé à rentrer dedans quand j'ai lu, parce que du coup je suis allée quand j'ai reconnu un des deux acteurs, je suis allée sur la fiche Wikipédia, non, IMDb pardon, et c'est là que j'ai lu que c'était un film catastrophe. Et là je me suis remise dedans parce qu'en fait, comme je m'attendais à une comédie, il y avait rien qui était drôle. Et du coup j'ai dit c'est vraiment nul ce truc qui nous a fait regarder celui-là, franchement. Et puis quand j'ai compris que c'était pas du tout une comédie, je me suis dit, ah, c'est intéressant quand même. Et là, j'ai commencé à rentrer dedans. Et effectivement, crescendo, c'est assez angoissant malgré tout. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est très juste et très bien joué. Et ça, pour le coup, c'est jamais vraiment facile à faire. Surtout quand on parle de production de téléfilms comme ça,
Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très juste, tant par les deux journalistes principaux que... alors, les terroristes, bon, c'est un peu plus facile parce que c'est assez facile d'en faire des caisses, en fait, de faire le scientifique un peu fou, etc. C'est un peu vu et revu. Par contre, tout un long métrage comme ça qui focus sur des journalistes à l'écran qui doivent avoir justement une aura dramatique et tout. Parce que moi, la seule référence que j'ai, c'est Anchorman, donc ça n'a rien à voir. Clairement, Tu c'est m'étonnes. pas du tout, c'est pas du tout le même ton. Sachant que je m'attendais à un truc un peu comme ça d'ailleurs. Mais Euh, donc j'ai trouvé ça très très bien joué. Euh, et ce que j'ai trouvé, alors moi c'est fou parce que j'arrêtais pas de me, et j'ai même demandé à un moment donné quand est-ce que ça avait été fait, parce que j'arrêtais pas de me dire putain mais en fait 9/11, donc le World Trade Center, c'était ça quoi. En fait c'était ça en live à la télévision. Et, et j'arrêtais pas plus de me poser des questions de aujourd'hui, s'il se passait quelque chose comme ça, comment on réagirait, comment réagirait le public, comment réagiraient les chaînes d'infos en continu. Et c'est assez symptomatique de l'ère horrible qu'on est en train de vivre aussi aujourd'hui avec ces chaînes d'information en continu qui nous pourrissent la vie, qui commentent absolument tout et n'importe quoi. Moi, je serais curieuse de savoir demain s'il se passe quelque chose comme ça de réel. Qu'est-ce qu'ils vont faire chez CNews? Qu'est-ce qu'ils vont faire chez BFM, quoi. Donc, Malheureusement, on a un indice là-dessus, c'est-à-dire que moi, quand je regarde le truc, j'ai pas arrêté de penser à ce qui s'est passé dans l'hypercachère à oui, Paris, aussi, ouais. et que quand t'as les terroristes qui suivent la même chaîne info qui est en train de raconter tout le développement, toute la stratégie du truc, et que du coup ils rappellent la chaîne info en disant bah non, vous allez nous la faire à l'envers, va peut-être pas falloir jouer trop rapidement. Bah, je me suis dit bah ouais, mais moi ça me rappelle BFM TV qui balance où se trouvent les otages en ce moment, et voilà, donc c'est fait dans les années 80, mais ça nous parle encore beaucoup, quoi. C'est-à-dire que mm. c'est un espèce c'est-à-dire que c'est des journalistes qui savent pas où s'arrêter, en fait. Et entre l'info, entre ce qu'il faut dire et ce qu'il faut cacher, souvent dans l'action, bah tu peux dire un peu n'importe quoi. Donc malheureusement, on a un peu une idée de ce que ça peut donner quand même. Parce que c'est ça qu'il faut aussi en fait noter, c'est que si on pense au début que c'est un film sur une prise d'otage et la menace nucléaire, etc., ça l'est, mais c'est surtout en fait un côté très critique, cynique sur la gestion des médias par rapport à un événement assez important. Ils le disent hein, Euh, d'ailleurs, hein, tout du ils, long. ils Hein. le disent, hein, Les ils en terroristes, parlent. ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, j'essaie de faire attention à ne pas spoiler non plus parce que je pense que c'est vraiment intéressant à y aller sans trop de spoilers, mais c'est vrai que les terroristes vont réagir là-dessus. Il va y avoir des lignes de dialogue qui sont et de monologues plutôt qui sont extrêmement bien écrites, qui font mouche, et les réactions des journalistes, comme tu disais, est très crédibles et très bonnes en fait, jusqu'au bout, et on a vraiment comme ça un côté jusqu'à la dernière minute du film, on a un côté le cynisme il est là et Oui. il est juste, mais et il fait mouche et il fait mal. Franchement, on n'en sort pas tout guiré, hein, comme vous l'avez dit. Il faut aller regarder une petite comédie après histoire de pouvoir aller un peu mieux parce que c'est assez chaud à vivre. Moi, ça, c'est un film, pour vous l'avouer, que j'avais vu il y a déjà pas mal d'années maintenant. J'étais tombé dessus dans mes fouilles de trucs un peu improbables, dans un bouquin qui en parlait, voilà. Et dernièrement, ça m'est revenu à l'esprit parce que Alain Carazé en a parlé, voilà, je pense que sur un réseau. Et j'ai dit, ah, c'est vrai que ce truc-là, c'était quand même assez fou. Je me dis, ce serait intéressant de vous le proposer. Donc ça fait déjà, je pense, depuis peut-être novembre ou octobre dernier que je dis, faut peut-être le faire. Et là, j'ai fini par dire, bon, on le fait. Euh, et, euh, et moi, je savais vers quoi aller. Et malgré ça, euh, peut-être le fait de le voir dans un contexte qu'on a actuellement, ça fait encore plus mal de voir comment ça se déroule, comment ça se termine.
sans spoiler quoi que ce soit, c'est vraiment c'est très 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 chaud quoi. Ouais, moi, ce qui m'a aussi vachement interrogée, et ce qui m'a un petit peu, enfin, pas dérangé, mais fait davantage réfléchir, c'est leur raison, la raison pour laquelle ils font ça, et qui ils sont, et le fait que ce soit des scientifiques, le fait que ce soit avec une véritable, comment dire, idéologie avec laquelle on pourrait peut-être être d'accord aussi au final. Mhm. Là où dans la réalité, et moi c'est pour ça que j'ai pas fait du tout le rapport avec ce qui s'est passé avec l'hypercachère, c'est parce que j'ai pas du tout associé les terroristes avec ce genre de terroristes-là. Pour Ah moi, non, moi c'était plus c'est vraiment moi une, plus la gestion des médias Du gestion média. des Mhm. médias, oui, oui, mais du coup, moi, j'y ai même pas pensé, tu vois, effectivement, quand tu Ouais. le dis, ça a du sens. Euh, Moi, j'y ai même pas pensé parce que pour moi, c'était plus la question mais est-ce qu'ils ont raison de faire ça ou pas? C'est vraiment les questions d'éthique, en fait, que tu te poses un, un mal pour le greater good, quoi. Au final, qu'est-ce qui fait qu'ils en sont arrivés Bah, là, on, ces, on, ces on est gens-là, on est en plein pour... dans le débat en ce moment. Est-ce que le terrorisme écologique, Oui, exactement. enfin, est-ce que c'est viable ou pas? Enfin, il y en a qui sont en train de se dire, bah, puisque personne nous écoute, bah, on va faire en sorte qu'on nous écoute, quoi. C'est un peu ouais, la question dans ce film-là, comme tu dis. Hein, ça date de 83, on est en 2024. Le sujet, il y a vraiment que le côté technique qui fait que c'est un film de 83. Parce que le reste, il n'y a pas grand-chose qui le date de façon malheureuse quand même. Hein, Oui. Et je pense que ça pourrait être refait aujourd'hui. ouais. Et franchement, ça serait, ça passerait crème et il y aurait plus qu'un moment de panique. Mm, mm. Ce qui est, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est là où ils ont été malins, c'est qu'ils ont utilisé un truc qui est assez, qui est propre aux États-Unis, parce que ça en France, pour le coup, on l'a pas, mais ils ont utilisé une petite chaîne d'infos locale, et ils n'ont pas utilisé une grosse chaîne d'infos nationale. Bah, Et c'est une petite chaîne locale, mais quand même, eux, ils sont situés à New York, pendant que tout se passe en Caroline du Sud. Donc, c'est oui, une mais enfin, antenne. Ouais. ça reste un petit, c'est-à-dire que ça reste quand même un truc de petite taille. Enfin, Ouais. ça reste une chaîne info de petite taille par rapport. D'ailleurs, les terroristes en parlent. Hein, et en fait, du coup, c'est des journalistes qui sont pas habitués non plus à couvrir ce genre d'événements. Alors, c'est pas de genre d'événements qui arrivent tous les jours, mais eux, ils sont encore moins habitués à le faire. Et ils sont plus habitués à couvrir des grèves, enfin des trucs, les chiens écrasés et Ouais, c'est compagnie, quoi. ça. Donc là, ils se retrouvent à couvrir un événement qui les dépasse complètement. Et en même temps, ils se disent, bah là, en fait, tous les yeux sont braqués sur nous parce que nous, on a notre journaliste qui est avec les terroristes. Donc tout le monde est obligé de nous regarder, quoi. Et donc ils ont cette espèce, ils ont le cul entre deux chaises, entre voilà, il y a l'horreur de ce qui se passe et en même temps, bah c'est cool parce que tout d'un coup tout le monde nous regarde, quoi. Donc c'est et c'est vraiment, moi c'est là où je trouve ça assez malin de la part des auteurs, c'est que ça permet d'exacerber parce qu'en fait même une grosse chaîne nationale aura cette espèce de petit frisson du direct. Les journalistes, quand tu leur parles, d'accord, c'est horrible ce qui se passe à l'extérieur, mais en même temps, eux, en eux-mêmes, ils ont un espèce de frisson, ils ont de l'adrénaline du direct, ils ont ils sont dans l'action, ils sont dans le machin. Donc ça, tout le monde va l'avoir. Sauf que eux, les auteurs, ils arrivent à l'exacerber ça, juste parce qu'ils prennent une petite chaîne qui n'a pas l'habitude de ça. Et donc je trouve ça j'ai trouvé ça assez malin dans l'écriture et assez bien vu. Et justement, tu parlais donc de terrorisme écologique, etc. Là, ici, donc pour reprendre les revendications qu'ils ont, c'est qu'ils veulent en fait, ils disent qu'ils vont faire péter une bombe nucléaire s'ils ne reçoivent pas en fait
quasiment 1000, mais il y en a 900 et quelques détonateurs des modules nucléaires qui se trouvent en fait justement dans la zone de Charleston. Donc déjà on se dit en fait il y a énormément de puissance de destruction nucléaire dans Charleston, et eux leur but c'est justement que tout soit désarmé, et que justement on n'est pas de risque, parce que là on est en plein 83, c'est-à-dire qu'on est encore en pleine guerre froide ou Oui. pas loin. Enfin, Ils en parlent souvent. On est sur la fin, mais il y a On est sur la fin. il y a toujours le risque. Effectivement, oui. Toujours cette peur Oui, on en qui sort, animait et tout puis le monde. après ils le disent, hein. Ils le disent d'ailleurs, enfin, la Russie, on peut pas laisser. C'est ça, on peut pas laisser prendre le risque de justement que la Russie retape dessus. Et il faut aussi savoir un truc, c'est que ça fait partie de tous ces films et de ces téléfilms de cette époque-là, dans les années début 80 jusque mi-80, où cette crainte nucléaire était quand même très très forte. Juste un peu après, il faut pas oublier que c'est dans la même période, plus ou moins, que Wargame avec Matthew Broderick. Pour ceux qui se souviennent et qui ont vu le film. Il y avait aussi l'Aube Rouge qui en parle aussi. C'est vraiment, on est dans cette mouvance-là, sauf qu'ici, on est dans un truc un peu moins hollywoodesque, hollywoodien, beaucoup plus terre à terre et réaliste. Et c'est assez flippant en fait de voir ça, et qu'il n'y ait pas un seul moment où il y a de la relâche. C'est pendant toute l'heure 40 que ça dure, ça va faire que monter crescendo jusqu'à avoir un pic où, je sais pas vous, mais moi globalement, alors que le film je le connaissais déjà, mais on va dire la dernière demi-heure, je suis sur je suis sur mon siège, je suis au bord du siège, et je stresse énormément de ce qui va se passer. Je sais pas comment vous l'avez vécu sans la raconter cette fin, mais En fait, ce qui marche bien, et encore une fois, je trouve que ça peut paraître, il y a des moments qui peuvent paraître inutiles. Il y a des moments où je me suis dit, ah ouais, parce qu'il balance des reportages sur, en fait, comme dans la vraie vie, des fois il y a des moments où il se passe rien en fait dans le bateau avec les terroristes. Donc la télé, ils sont obligés de combler quoi. Donc ils balancent des reportages sur à peu près tout et n'importe quoi. Du moment que c'est un rapport avec la bombe nucléaire, ils le passent, ils s'en foutent. Et en fait, je trouve ça malin d'avoir regardé ça, parce qu'effectivement, il y a des moments où ça nous installe dans un rythme un petit peu chaîne info où il se passe rien, et on perd notre pas l'attention, mais on est moins en alerte. Et tout d'un coup, il y a le direct qui reprend le dessus. Il se passe un truc, et effectivement, il y a comme ça en fait une montée en puissance avec des descentes et tout d'un coup ça remonte encore plus fort que ce qu'il y avait avant, et je trouve que pour ça c'est assez bien géré, et ça permet effectivement à la fin quand finalement ça ne s'arrête plus, enfin quand le truc part vraiment en vrille, où là on se dit ah ouais, il y a plus de, là pour le coup on va plus souffler quoi. Donc c'est ouais, effectivement moi j'ai trouvé la fin assez stressante, et j'étais bien dedans quand même, hein. Enfin franchement alors qu'en fait ça pourrait paraître un peu gros presque, mais le dispositif qui est créé nous met dans quelque chose de suffisamment réaliste pour que finalement on y croit, et qu'on puisse être stressé par le truc quoi. Et toi, Sarah, par rapport à Oui, tout moi ça? aussi j'étais assez stressée, enfin stressée c'est un grand mot. Euh, J'étais prise par le tourbillon de bon alors qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'était surtout très intéressant de voir les allers-retours entre les différents correspondants qui sont aussi au Capitole, au Pentagone, les voir aussi réagir, comme disait Olivier, essayer de meubler l'intervention du psy sur le plateau. J'ai trouvé ça très très intelligent. Hum. Euh, parce que c'est typiquement le genre de choses qu'on pourrait voir dans la réalité en fait. Ouais, en fait c'est une Euh, succession d'experts qui sont experts comme moi, je suis expert en chaussons, et qui donnent leur avis sur des trucs dont ils ont aucune idée en fait. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir le pendant du côté des terroristes qui disent mais putain les gars, il reste 3 heures, on va faire péter la ville.
et vous êtes en train de nous faire une séance de psy, quoi. C'est ça. Réveillez-vous. Et moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant parce que euh, j'imagine que si j'étais terroriste écologique et que j'étais à leur place et que je décidais de faire péter une ville et qu'on me dit en fait t'es un peu paranoïaque sur les bords, bah j'ai pas besoin d'un psy là, en fait là, si vous voulez vous sauver, faites quelque chose quoi. Et Mhm. j'ai trouvé ça vraiment vraiment bien. Après j'ai vu la fin un peu, j'ai vu venir la fin, donc j'étais pas très surprise, euh, notamment dans les plans en fait, de la façon dont c'est filmé. J'étais persuadée qu'à un moment donné, on verrait ce qui se passe via un plan. J'en parlerai quand on aura fini Ouais, ouais. l'enregistrement. On essaie Mais de du pas, de coup, pas spoiler, ouais, effectivement. j'essaie de pas spoiler. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a retiré un petit peu ce sens de la surprise. Mais c'était intéressant de voir les montées en pression, les descentes en pression aussi, parce qu'ils sont aussi à l'afflux de la moindre information, aussi contradictoire, pardon, puisse-t-elle être. Je parlais des correspondants tout à l'heure, il y en a un qui a un discours, l'autre qui a le discours complètement contraire. Bah, la speakerine, elle est là en mode, ouais, je sais pas trop. Enfin, la speakerine, oui, c'est ça, c'est une speakerine, la meuf du JT, je sais même pas si on dit ça comme ça. Non, Non, Enfin, c'est la la présentatrice, présentatrice. Ouais. c'est la présentatrice. la présentatrice, elle prend le parti plutôt d'un des deux correspondants. Son collègue préfère prendre le parti de l'autre en disant oui, mais oui, mais. Donc c'est intéressant de voir que même eux sont un peu plus. Ils sont tellement au bord du mur que du coup, ils n'ont pas d'autre choix que d'être un peu eux-mêmes. C'est ça qui est intéressant Ouais. aussi. C'est ça. C'est que on n'a pas du tout l'habitude de voir ces vrais visages des présentateurs, des journalistes qui sont habitués à lire un prompteur ou qui sont très habitués à contrôler leurs émotions, à contrôler leurs gestes, à contrôler ce qu'ils disent. Leur Là, diction, c'est. et leur diction, ouais, bien sûr. Et là, on les voit essayer de maintenir un semblant comment dire, De professionnalisme, de de stoïcisme. professionnalisme, Ouais, oui, de vitre, tu vois. Et non, il y a quand même des failles, quoi. Il y a des ouais, ouais. failles et on les Et voit bien sûr. on les voit tomber de plus en plus en Ouais, fait. ils Et au explosent même au départ, fur et à c'est, mesure. oui, Bien c'est ça. sûr. Oui. Ouais, effectivement, ouais. Et Effectivement, la c'est le bon fatigue mot. et ouais, ouais, non, c'est hyper. C'est ça. Il y a de la fatigue. Ils ont suivi ça pendant. Donc ils demandaient pendant. C'était l'ultimatum, c'était 36 heures. Et ils ont suivi comme ça Ouais. pendant tout ce temps-là, avec le stress et le compte à rebours qui ne faisait que Ouais. descendre, et eux, ils ne savaient pas où aller. C'était. Et ce truc fou aussi, Mm. le journalisme et qui se fait du coup partout dans le monde parce qu'on retrouve aussi ça à la télévision française, c'est de toujours trouver dans la tragédie des trucs positifs. C'est-à-dire que il y a une évacuation à un moment donné de la ville. Bon, ça c'est pas un gros spoiler, mais Non. il y a il y a un espèce de reportage qui est fait dans les centres d'évacuation, dans les machins. Bon, bah tu vois une nana qui commence à chanter un gospel, tu vois les enfants qui s'amusent comme ils peuvent. Et la voix off, t'es là en train de dire oui, il y a quand même des belles choses qui se créent dans la darkness. Enfin, et t'es Ouais. là genre mais non en fait, vous allez potentiellement tous crever quoi. Là, il y a rien l'humanité à son meilleur. Bah non, pas du tout. Et ça c'est fou parce que ça c'est un truc qu'on retrouve toujours partout dans tous Ouais. les médias d'information, je précise. Je suis sérieuse qu'on fait pas ça. Mais en tout cas, je trouve ça à la fois fascinant que ce soit le même ton qui soit utilisé dans n'importe quel pays occidental aujourd'hui, parce que du coup, tu as l'impression que tout est un peu préformaté et que en fait, c'est un système constant, quoi. C'est toujours la même Et constance, toujours les mêmes discours, toujours les mêmes trucs. Ce qui est Et marrant, moi, c'est plus ça. ce qui est marrant, c'est que ce ton, j'ai l'impression que si on avait fait la même chose en France dans les années 80, on n'aurait pas du tout eu la même chose. Et par contre, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on a maintenant. Parce que déjà dans les années 80 en France, il n'y avait pas de chaîne info. Et j'ai l'impression que dans le ton journalistique, la diction journalistique, c'était pas du tout la même dans les années 80 en France et qu'elle elle est devenue très américaine en fait. La Et, diction de nos journalistes qui est absolument insupportable parce que, enfin, faut se dire que pendant 1h40, c'est que des journalistes qui parlent comme des journalistes, quoi. Moi, il y a un moment donné, j'ai cru que j'allais exploser. Je dis, putain, vous êtes humain ou vous êtes pas humain, les gars? mais ce serait C'est, intéressant de faire ça avec une version française journalistique avec la voix des meufs de Cache Investigation ou des reportages à la con Putain.
Non, mais vraiment, sérieux, ce C'est... serait fou, quoi. Après, là où je rejoins Sarah qui disait que le jeu d'acteur était très bon, c'est que pour le coup, ils sont vraiment très bons et je pense qu'il y a un truc qui est un des trucs les plus durs à jouer, c'est les journalistes. Parce que c'est une diction qui est spécifique et même des journalistes qui jouent leur propre rôle, en général, ils ont tendance à jouer Ouais. et en général, c'est très mauvais. Et dans les films, en général, les journalistes ça marche pas du tout. On voit que c'est des acteurs ou on voit que c'est des journalistes qui sont pas à l'aise avec qui tout d'un coup changent et sont plus du tout journalistes. Donc là, pour le coup, moi, je me suis demandé, à un moment donné, je me suis demandé si les deux présentateurs c'était pas réellement des présentateurs de chaîne info en fait. Et je connaissais pas. Alors sa tête me disait quelque chose et effectivement après je le connaissais. Elle, je la connaissais pas. Et donc j'ai vu après que c'était des acteurs, mais il y a vraiment un moment où je me suis dit putain c'est pas possible. Ils sont très bons quoi. Vraiment on a l'impression que c'est des présentateurs de chaîne info quoi. Ouais, c'est ça, c'est vrai que ceux-là, on les connaît moins bien, alors que bon, ils ont pas non plus un petit palmarès, hein. Ed Flanders, Ouais, lui, moi je le connaissais, on l'a vu pas mal de fois quand même, mais dans des seconds rôles surtout. oui, c'est ça, beaucoup de second rôle. Après, il a été surtout connu pour son rôle après dans Saint Elsewhere, la série hospitalière qui a duré quand même pas mal de saisons, qui était assez sympathique justement là-dessus. Ouais, après moi Euh, je m'en suis souvenu il joue dans un exorciste. ouais, Euh, la suite, je crois. oui, pas dans le un, il joue dans un autre, je sais pas lequel Ouais. exactement, mais c'est après coup, je me suis dit, ah bah, je l'ai vu quelque part lui. Et c'était là-dedans. Mais après, il a un visage enfin, je pense qu'il a joué plein de, je suis sûr qu'il a joué plein de rôles dans des petites séries télé, euh, des one-shot quoi. Oui, oui, c'est ça, il a fait quand même pas mal. Son plus gros truc, c'est voilà, Saint Elsewhere qui était assez marquant. Et pour elle, Ouais, parce Catherine que Walker, là, là, elle, là, je c'est un peu vois, plus compliqué. ouais, là, je vois juste sa filmo en télé. Ouais, ouais, voilà, il a joué dans Mission Impossible, dans Manix, dans MASH, dans Kung Fu, dans Hawaii Five-O. Enfin, voilà, ouais, c'est vraiment typiquement le genre de mec qu'on va retrouver dans ces séries-là, quoi. C'est ça, et souvent dans les seconds rôles ou dans l'avocat ou le méchant de la semaine, Ouais, c'est à ça. peu près, quoi. Effectivement. Et elle, Mais, Ouais. non, vas-y. non, je m'en suis souvenu après en regardant sa filmo, effectivement. Elle a joué dans Daryl, qui est un film que j'avais Ouais. oublié et que j'ai beaucoup regardé quand j'étais petit, qui joue. Et alors, je sais pas si vous connaissez le film, mais Oui, oui. Non. c'est vraiment un film. C'est vraiment le film des années 80 pour gamins et que je trouvais très cool à l'époque, que j'ai pas revu depuis. Mais voilà, ça m'a fait rire de voir ce nom réapparaître, alors que c'est un film que j'ai vu, je sais pas combien de fois quand j'étais petit, quoi. Je pense que ça fait partie des films que j'ai le plus loué dans mon vidéoclub quand j'étais jeune. Là, c'est la même période que Wargame, en fait, hein, avec ce côté où il fallait mettre le côté militaire, plus de l'informatique, un peu de jeux vidéo, avec un gamin ou un Ouais. adolescent. Et c'est vraiment, toi, Ah ouais, le c'est truc... les années 80 typiques, les quoi. années 80, mi-80, c'est typique. Et après, avec plus ou moins de réussite, hein. On va dire ça comme ça, quoi. Mais ouais, Ouais, je sais Daryl, pas comment ça c'est vieillit, spécial. ça, Daryl. J'ai pas. Faudrait que je le revoie. Ça fait bien longtemps que je l'ai pas vu. Effectivement, Ouais, c'est j'aimais pour bien ça. aussi au départ. Ouais. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Sarah? Parce que j'ai l'impression que tu voulais ajouter quelque chose. Oui, non, moi j'allais dire, c'est que ça m'a aussi rappelé un truc alors plus récent dans cette typologie d'épisodes, et je crois que j'en ai déjà parlé. Hmm. C'est un épisode d'Inside Number 9, la série Ouais. britannique, qui a un peu joué un peu aussi les mêmes codes de bref fausse émission en live à la télévision pour un épisode d'Halloween, puisqu'ils ont lancé un épisode et ils ont fait croire à des problèmes techniques. En fait, en live, on se disait tout à l'heure, est-ce que ça marcherait aujourd'hui et tout. Euh,
et la question des réseaux sociaux est aussi probablement la raison pour laquelle ça pourrait ne pas marcher, parce que s'il se passe un truc aussi gros, les gens iront sur place, ils prendront leur téléphone, machin, Twitter, bidule, machin. Donc c'est plus compliqué effectivement aujourd'hui qu'en 1983. Mais C'est donc la ça. BBC a réussi, enfin Inside Number 9 a réussi à faire ça avec donc cet épisode qui s'appelle Deadline, euh, qui a tellement bien marché que la plupart des gens qui attendaient donc l'épisode spécial d'Inside Number 9 sur la BBC ont éteint la télé parce qu'ils pensaient que du coup il y avait de vrais problèmes techniques sur la chaîne. Euh, et donc il y a plein de gens qui ont fini par se plaindre, c'était un tollé sur Twitter. Et effectivement c'est un peu ça m'a rappelé cet épisode et il faudrait que je le revoie aussi parce qu'au final c'est très différent bien sûr de ce qu'on a vu, de ce qu'on a regardé avec ce téléfilm, mais la façon dont c'est apporté, le fait que ce soit quand même ça ramène sur un autre épisode où ils ont fait croire qu'ils rediffusaient un épisode en fait, alors que Mhm. cet épisode rediffusé a été complètement modifié et ressemble comme deux gouttes d'eau à un des vieux épisodes en question, sauf qu'il y a il y a des fantômes cachés un peu partout et tout. C'est très 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 malin, ça a été fait de façon très intelligente. Et c'est un épisode qui peut se regarder, c'est une série d'anthologie, Inside Number 9, donc du coup c'est intéressant de le regarder juste pour l'expérience, de se dire ah, c'est quand même malin d'avoir fait ça, quoi. Et encore aujourd'hui, la presse en parle. Ça n'a pas été refait depuis de mémoire, mais c'est les deux, les deux épisodes de télé qui me font rappeler C'est le genre ici. ce genre-là, ouais. Ouais, ouais, effectivement. Donc ça, par contre, si vous voulez regarder ce téléfilm, donc Special Bulletin, vous pouvez le trouver à la fois sur Internet Archive. On retrouve quand même pas mal de choses sur Internet Archive si jamais vous cherchez un peu. Sinon, très très facilement, il y a deux versions complètes sur YouTube, dont une qui permet les sous-titres automatiques, parce qu'effectivement, voilà, c'est en anglais, il n'y a pas eu de VF, il n'y a pas eu de sous-titres français, en tout cas pas à ma connaissance niveau sous-titres. Mais ça vaut franchement le détour. Après, il faut aussi ne pas avoir peur d'avoir une qualité d'époque, hein, qualité VHS, qui rajoute encore plus de grain à tout ça, qui donne un côté un peu reportage retrouvé. C'est assez spécial. Mais voilà, en tout cas, moi de mon côté, je suis content que vous l'ayez perçu comme ça parce que j'en avais gardé un souvenir assez mémorable et puis l'avoir revu ici, ça a permis de faire remonter des choses et dire bah, c'est vrai que ça c'était comme ça, et d'avoir vu d'autres choses aussi dans la façon dont c'était présenté. D'autant plus que moi, ce que j'avais vu, c'était une copie de la version d'époque où il y avait juste ce bandeau qui défilait tout le long. Et donc le fait d'avoir vu ici avec ces cartons noirs qui reviennent à 3 ou 4 reprises, bah, ça faisait un truc, un autre effet. De dire ah bah oui ils ont ok donc il y a deux versions et j'ai été fouillé justement comme tu l'as fait aussi je pense Olivier avec le côté bah, justement la panique et le fait qu'ils ont dû vraiment faire très très gaffe parce que c'était heureusement qu'il n'y avait pas internet parce que avec internet en fait ça aurait été débunké très très vite ou au pire ça aurait nourri un truc encore pire avec des gens qui seraient partis et ça aurait créé en fait un mouvement de foule absolument pas Bah, je nécessaire. crois que ce serait fait maintenant. Effectivement, je pense que il faudrait organiser un projet multiplateforme où, Ouais, il faudrait que tout le monde se mette d'accord quoi. tu crées du contenu auparavant pour pouvoir alimenter les réseaux sociaux, les trucs, pour faire Il croire. faut créer des faux comptes, Ouais, il faut préparer le truc pour Ouais que c'est ça il ce faut vraiment bien soit le faire ouais. comme l'histoire des. Vous avez pas entendu parler de cette histoire? Apparemment, la semaine dernière, il y a eu une invasion d'aliens dans un centre commercial à Miami, j'ai pas vu. d'aliens qui font 3 mètres de long. Euh, Tout le monde sur TikTok est au courant, personne d'autre n'en parle. Je ne sais pas comment j'ai pu tomber sur ce feed TikTok, je ne peux pas me demander, mais il y a plein de gens qui y croient. Parce que les fausses informations nourrissent les fausses informations, et ça peut Oui. aller très très vite, quoi. Ça peut aller très très vite. Donc effectivement, comme tu dis, ça peut Mais être. Tu peux ici avoir sans un Trump, je pense qu'on présente Special Bulletin à Trump, il va te dire oui, ça s'est vraiment passé. Vous n'êtes oui pas au c'est un courant reportage de c'est ça. Charleston 1983? Hmm.
Ouais, c'est connu pourtant. Mais faut savoir qu'à l'époque, donc le New York Times a reporté plus de 2200 appels de personnes paniquées. Et- Donc à Chicago, à New York, Los Angeles, Washington et Cleveland, qui appelaient en fait NBC. Ils ont la WNBC à New York a reçu 731 appels. 44 étaient vraiment genre flippés de chez flippés, ils étaient critical comme ils Mais disent. bien sûr. Et il y en a d'autres Franchement, qui je demandaient si comprends. le problème était réel. Donc c'était ouais, Moi, c'était je flippant. comprends. Franchement, tu regardes la télé, tu zappes, tu vois des images comme ça. Tu regardes pas. Enfin, franchement, c'est tellement réaliste que je comprends les gens et je me moque pas parce que. Ah non non, Alors, j'aurais pas appelé 911, mais ma mère, elle aurait pu, tu vois. mais là ils ont appelé la chaîne déjà, donc bon, il y a déjà une réflexion, se dire on va d'abord appeler la chaîne avant d'appeler les Mais appeler c'est les malin. flics ou quoi. Moi, j'aurais direct appelé les secours en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une explosion là, qu'est-ce que vous faites? Voilà, donc. Et puis, à l'ère d'aujourd'hui, tout serait passé sur Facebook. Bah, franchement, Ouais, et avec puis en plein Facebook, Après, moi, ouais, je me pose réellement la question de savoir si ce serait possible à faire. Je pense que les gens à aujourd'hui. l'époque étaient assez friands de ce genre de frisson, quoi. Je pense que maintenant, ce serait vu de manière beaucoup plus critique. Et je pense que ce serait très compliqué à faire accepter aux gens, en fait. Euh, j'ai l'impression qu'il y a moins de... Je sais pas, c'est peut-être... comme prank, tu veux dire? ouais, Bah, en tout cas, en France, avec notre historique de terrorisme, clairement, ce serait pas drôle. ouais, c'est Je ça, en pense que fait. En beaucoup de fait, gens le vivraient mal. Il faudrait Ouais. c'est quelque chose qui pourrait être fait, mais pas sur un sujet aussi grave. Il y a tellement eu mais même aux États-Unis, hein, ça après World Trade Center, ça ne serait jamais passé, hein. ouais, non, mais Non. c'est pour ça, je pense que le monde a changé. Mm. Et je pense que effectivement le 11 septembre est une bascule et que je suis pas sûr que ce soit le genre de choses qu'on puisse encore faire maintenant parce que ce serait, alors c'est pas une question d'être drôle parce que c'est pas drôle comme truc, mais et c'est plus critique qu'autre chose, mais euh, déjà je pense que les médias n'aiment pas être critiqués, donc ce serait je pense que je pense que et c'est pour ça que il y a plein de chaînes qui n'ont pas voulu diffuser le truc, hein, parce que quand on me dit oui, c'est parce qu'on a peur que les gens paniquent. Non, non, c'est parce que vous êtes en train de vous foutre de notre gueule et voilà. Et mais donc déjà il y aurait, je pense que l'accueil critique, enfin médiatique, serait Bon, pas bon. mm. Et je pense que le public est moins réceptif à ce genre de choses maintenant, quoi. Ouais. Et alors je lis un dernier truc. Celia Shaw, qui est une représentante de WCIV, qui est une chaîne ABC à Charleston justement, se dit finalement ça aurait peut-être été dans comment dire, dans le secret. Elle se demandait si ça finalement si ça aurait pas été mieux de faire ça sur une ville fictive plutôt que Charleston et son historique réel sur ce point des armes nucléaires, et etc. Euh, Ouais, mais du après, coup, tout le l'impact, message aurait été Bah, dilué. Enfin, c'est-à-dire ce qu'il y a qui fait, fait que c'est tellement réaliste, c'est justement que ce soit pas sur une ville fictive, qu'on suive des images qui pourraient être réelles, et que l'explication de vouloir démanteler les armes nucléaires de Charleston, elle tient la route aussi, quoi. ouais, ouais, Tu fais ça à Springfield, bon, puis bah. pour le coup, je trouve ça assez malin parce que, en fait, t'as deux sujets. T'as le traitement médiatique et t'as la course à l'armement nucléaire. Donc, c'est une pierre deux coups, c'est-à-dire que tu parles de deux sujets qui sont tout aussi intéressants les uns que les autres. Donc, alors que si tu le fais dans un truc fictif, bah ouais, effectivement, ça a quand même moins de poids sur le côté nucléaire. Du coup, le côté médiatique prendrait complètement le dessus, en fait. mhm, mhm. Et je pense que la différence aussi de traitement qu'on aurait aujourd'hui, c'est qu'il y aurait beaucoup de gens
qui dira, ouais, c'est pas parce qu'il y a des images et c'est pas parce que c'est à la télé que c'est vrai. Euh, Là où à l'époque, la télé était quand même le médium le plus safe, entre guillemets, enfin, là où on savait que les informations qui y passaient étaient traitées, étaient réelles. Aujourd'hui, il y a à la fois le fait qu'il y ait une confiance moindre, je pense, dans ce médium-là, premièrement. Et deuxièmement, il y a des gens qui n'ont même quand tu leur montres des images, n'ont pas envie d'y croire. Ouais. Et refuseront quoi qu'il arrive. Et ça, encore un autre sujet qui est le traitement de la fake news ou de la vraie news, justement, par des gens qui refusent de voir la vérité en face. Donc, Et puis en fait, c'est le dernier point que moi je rajouterais, c'est que ça, à son niveau, mais en tout cas moi j'y ai vu en fait aussi un clin d'œil à la guerre des mondes, qui était justement en 1983, c'était 1938. Je dis, oh, c'est rigolo, c'est le 3 et le 8 qui sont inversés en plus. C'est pas fait du tout exprès, mais c'était un peu le même genre de gestion. Alors que là, le but, c'était pas ça, c'était juste à la base de raconter, de faire une pièce radiophonique, mais qui a eu un impact euh, quasi similaire, en tout cas, parce qu'effectivement, la radio, à l'époque, Voilà, avait c'est ça. le statut qu'a la télé Exactement. en 83, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'en fait, si on suit la logique, de nos jours, cette chose-là, elle arriverait plus par les réseaux sociaux que... Ouais, par TikTok, un que... truc comme ça, ouais, effectivement. ouais. Mais la différence, c'est qu'elle serait aussi noyée dans un Ah flot oui, c'est sûr. continu d'histoires comme ça. La C'est sûr. preuve Ouais. avec mes aliens de Miami, c'est Et une histoire mélangé parmi avec tant d'autres. des trucs générés par l'IA. Oui, mais voilà, exactement, exactement. Je suis encore tombée sur une vidéo sur TikTok ce matin. C'était un mec qui disait, ouais, mes enfants se sont promenés dans la forêt, ils ont rencontré un ami. Et en fait, tu vois sur la vidéo un personnage bizarre, flou, avec une tête de pastèque. Bon, bah, ce que tu crois, ce que tu crois pas, c'est ton problème, mais c'est que des trucs comme ça tout le temps. Je sais pas pourquoi mon feed TikTok il est comme ça, hein. Parce que Ne t'en as me- regardé. ne me- ne me- Tout simplement. Peut-être parce que quand j'ai vu l'histoire des aliens de 3 mètres à Miami, j'ai vraiment tapé Alien Miami sur TikTok. Il va Et à falloir que tu regardes partir de là, des chatons. Hein. ouais, mais j'ai aussi des chats, donc ça va. Hein. Mais Des chats de 3 ouais, mètres. il y a un tel flot d'informations continues partout que c'est impossible à maîtriser, contrairement aux années 80, quoi. Ouais, effectivement. Enfin voilà, en tout cas, Special Bulletin, pour moi, c'est un truc à voir au moins une fois pour le côté historique, pour le côté critique, et en fait, finalement, encore relativement actuel. Ça a pas trop mal vieilli. Complètement, ouais. Et je trouve que les terroristes, la façon dont ils étaient gérés, pour une fois, c'était pas juste des maniaques complètement fous qui veulent tout faire péter, quoi qu'il arrive. Il y avait ouais, un côté naturaliste, réaliste en tout cas, une volonté de réalisme dans le jeu. Et Et puis, pour une fois, c'était voilà. pas des Arabes aussi. Ça m'a fait plaisir. Et oui, Parce que ça fait effectivement. très longtemps, très longtemps que je n'ai pas vu des terroristes non arabes. Oui, c'est vrai, faut le noter, malheureusement. Ouais. Voilà, c'était pas des Arabes, ni des Russes, ni Mm. peu importe. Voilà, là, non, C'est un là, peu ils étaient. les deux. Je crois que c'est les seuls, hein. Les Hein? Mexicains. Je disais, c'est les deux à Ah, le citer, les Arabes Mexique. et les. Non, les Mexicains, c'est pour la drogue, c'est pas des Ah oui, terroristes. c'est vrai. C'est un autre truc. Il y avait les Allemands aussi à un moment donné. C'est les nazis. C'est un autre genre de groupe Ah ouais, terroriste, tu vois. genre, c'est vrai, non. Effectivement. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est quelque chose que moi je conseille et je pense que vous êtes d'accord aussi qu'effectivement c'est quelque Ouais. chose à voir au moins une fois. En tout cas, c'est une bonne surprise, quoi. Enfin, je m'attendais pas à être aussi captivé par le Surtout truc. venant de moi. Surtout venant de moi, qui a l'habitude de vous donner des trucs un peu, soit c'est drôle, soit c'est juste, voilà, un peu con. Et là, c'est. C'était malin de faire ça pour l'enregistrement du Blue Monday, en tout cas, hein. Vraiment bien J'ai joué, pas quoi. fait exprès. Je fais jamais exprès. Toi, le calcul, ça, je fais pas faire, moi. Ça se fait tout seul. Monsieur le gestionnaire. Je l'ai pas gestionné.
Voilà, en tout cas, merci à vous deux d'avoir regardé le film. Je pense qu'il y en a quelques-uns dans l'équipe qui ont dit ouais non je viens pas parce que tout le coup ça serait encore une connerie. Et Et là ils ils s'en ont mordent les tort. doigts, voilà. Voilà, parce que c'était vraiment bien. Et Voilà, pourtant, c'est moi la première qui ai dit ça là quand même. Et j'ai trouvé ça très bien, donc il faut sortir de ses zones de confort. exactement, exactement. Voilà, on vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour Monsieur Série and Friends et dans 2 semaines pour un autre phase B. Peut-être qu'on ira chercher du côté des terroristes de l'arme fatale à un moment donné Ah bah, ce serait pas mal, hein. pour faire un grand écart. J'ai hésité à vous parler de To Live and To Die in Los Angeles de Friedkin, dont l'arme fatale c'est pas mal inspiré. Ouais. Donc, En tout cas, moi, dans le plan des possibilités avec des dates possibles, pour l'instant, l'arme fatale, il est au 29 du 1. Donc, je vous le dis tout de suite. Voilà. Suivi par John Carpenter. Donc, bon, bref. Après, c'est à discuter, bien entendu. Oui. C'est à discuter. Comme d'habitude. Et pour le Monsieur Serial Friends, on verra, parce qu'il n'y a encore aucun sujet pour l'instant, et peut-être qu'il n'y en aura pas. Merci à vous, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, on y est partout, sauf TikTok parce que j'ai pas le temps. Pardon ? Il y a un sujet. J'ai trop bu, j'ai oublié. c'est Cop Rock. On en parle quand t'auras coupé. Ah si, Cop Rock, oui, effectivement. Je vais pas spoiler. Ah bah de toute façon on peut spoiler, c'est Cop Rock, effectivement. Là, on sort de sa zone de confort aussi. Je vous le dis tout de suite. Ça va si c'est pas 1h30, ça va. Non, c'est 3 heures. Ah ouais, je vais devoir poser mon lundi, quoi. Je vais prendre des congés pour regarder un truc. Non, bref, voilà. Oui, effectivement, Cop Rock, oui, effectivement. Je l'ai dit. Oh là là, je me fais vieux, que voulez-vous. À la semaine prochaine, en tout cas, et à bientôt. Salut.